Bonjour, je suis Claude Grunitzky de True Africa et voici Limitless. Limitless est un podcast produit par True Africa qui pose les questions qui comptent pour l'Afrique. Nous cherchons des solutions africaines aux problèmes africains. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation Sinfire. Dans cet épisode, nous demandons quel repas vous rappelle votre maison familiale. On ne peut pas demander aux autres d'embrasser nos cultures, de les respecter, sans que nous-mêmes nous soyons les propres ambassadeurs de nos cuisines, de nos cultures culinaires. Mon but, c'est de partager un bout d'Afrique avec le monde, et je ne peux pas le faire en restant en Afrique. Je viens d'Angola. Je suis né à Benguela. J'ai commencé à cuisiner en 1998, au moment où j'ai commencé les cours et je me suis formé au Portugal. Le repas qui me rappelle la maison, c'est le foufou et la soupe d'égoussi. Ma mère le préparait pour ma sœur et moi. Vous avez probablement votre propre version qui vous ramène instantanément à votre enfance. Dans cet épisode, nous avons demandé à 3 amateurs de cuisine africaine quel plat leur rappelle la maison et le goût de leur enfance. Basée à Accra, au Ghana, Chef Binta est ma première invitée. Elle est la fondatrice de la Fulani Kitchen Foundation. Elle est aussi la lauréate du Basque Culinary World Prize. Voici sa conversation avec notre journaliste Abigail Moucherure. Quel est le plat qui vous rappelle le plus chez vous? Pourriez-vous raconter un souvenir? C'est ce qu'on appelle chobal. En fait, ce n'est pas quelque chose qu'on mange tous les jours. C'est un mets pour les grands événements. Donc, dans la culture Peul, quand on a 7 ans, on commence à apprendre le Saint-Coran. Ce mets me rappelle particulièrement chez moi, mon enfance et mes plus tendres souvenirs, parce que dès qu'un enfant finissait son apprentissage, on réunissait toute la famille pour préparer du chobal. C'est une sorte de snack. On fait tremper du riz, puis on ajoute du miel ou du sucre. On les sert, on réunit les enfants, puis on leur lance des bonbons. C'est comme une compétition, et celui qui a le plus de bonbons a ensuite droit à un plat, comme du riz jollof ghanéen. C'était très amusant de chahuter avec les cousins et d'attraper les bonbons et d'en être fier. Ça me rappelle tellement chez moi. C'est un snack qui m'est très cher. Génial! Si vous pouviez expliquer comment tout cela est lié à la Fulani Kitchen Foundation et pourquoi cette fondation est si importante pour vous. Les Peuls constituent le plus grand peuple nomade du monde. Nous sommes en Occident, en Afrique centrale. Nous sommes des éleveurs de bétail. C'est ce que la plupart des gens savent de nous. Mais nous sommes plus que ça. J'ai commencé à voyager à travers l'Afrique. J'ai passé beaucoup de temps au sein de communautés rurales avec ces femmes. Vous savez, ces gardiennes de la gastronomie sur le continent. Elles prennent leur temps pour vous apprendre tous les ingrédients, toutes les techniques et le système alimentaire. Et je suis retournée à Accra, au Ghana, et j'ai organisé des dîners inspirés par ces communautés. J'ai même quitté l'Afrique et organisé des dîners dans le monde. Mais quand je me retrouve dans ces villages, je fais toujours face aux difficultés que ces femmes vivent. Je ne peux pas les ignorer. Je veux soutenir ces communautés. J'y suis liée. Ces communautés sont ma source. Et c'est comme ça que j'ai lancé Fulani Kitchen Foundation. Notre première mission a été de construire des puits parce que l'accès à l'eau était une difficulté. Il y a aussi le fonio qui fait partie de mon histoire. J'ai été une enfant réfugiée. Je sais ce que c'est. Alors on a commencé à cultiver le fonio. Quand on a commencé à parler du fonio, j'ai voulu joindre ma voix à la discussion parce que j'ai de l'expérience. Je sais à quel point c'est nutritif et durable, que ça pousse vite, qu'il résiste à la sécheresse, qu'il peut même pousser dans des zones arides. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau ni de trop labourer la terre. Quel est votre rêve et comment voyez-vous le projet Fulani Kitchen dans les 5 prochaines années? Ce dont je rêve et ce que j'espère, c'est que Fulani Kitchen Foundation se développe à travers l'Afrique. En 2019, j'ai été à Washington DC et à New York. J'ai partagé l'expérience nomade là-bas et c'était très intéressant. Mon but, c'est de partager un bout d'Afrique avec le monde et je ne peux pas le faire en restant en Afrique. Je voyage partout, il n'y a pas de limite. À présent, écoutons le chef Helt Araujo. Il dirige le restaurant Flor do Duque à Luanda, en Angola. Il fait également partie du projet de recherche Ovina Yetu, qui répertorie les ingrédients angolais.
Il s'est entretenu avec notre productrice Nekane de Osamis. Bonjour et bienvenue, Chef Health. Parlez-nous de vous, où vous avez grandi, quand avez-vous commencé à cuisiner et comment vous en êtes arrivé là? Je viens d'Angola. Je suis né à Benguela. J'ai commencé à cuisiner en 1998, au moment où j'ai commencé les cours et je me suis formé au Portugal. J'ai fait toute ma formation et suivi tous mes cours hors de mon pays. J'étais à l'étranger pendant 10 ans, puis je suis retourné en Angola. Nous sommes une poignée d'Angolais à avoir eu le privilège de nous former à l'étranger. Et je pense que chacun d'entre nous ressent le devoir de transmettre son savoir aux millions d'Angolais qui n'ont pas pu avoir cette opportunité. Quel plat vous rappelle le plus chez vous? Le plat qui me rappelle le plus mon enfance, qui a le goût de la maison, qui me rappelle la chaleur de ma famille, la sensation d'être blotti sur les genoux de ma mère, c'est un plat très typique d'Angola, qu'on appelle kaloulou. On m'a raconté que quand j'étais enfant, je devais avoir 4 ou 5 ans, à chaque fois qu'on servait du kaloulou à l'heure du déjeuner, on m'asseyait sur le comptoir, on me préparait une petite assiette et on me faisait goûter. En fonction de mon niveau de satisfaction, ma mère savait si le plat était prêt et si elle pouvait le servir ou pas. C'était le rituel. Pouvez-vous nous parler un peu des ingrédients utilisés dans la cuisine angolaise? Nous avons un projet qui veut dire notre truc, notre produit. C'est un groupe de recherche. On fait pas mal de recherches autour des produits traditionnels angolais. Aujourd'hui, 1 an après nos recherches, nous avons déjà regroupé 3650 produits dans un catalogue, parmi lesquels des fruits, des protéines, des herbes, des fruits de mer. Notre histoire raconte tout le processus d'émigration de ceux qui sont partis, mais il manque la partie concernant le retour avec ceux qui sont revenus. Le kaloulou, pour moi, a beaucoup à voir avec cette histoire, que je suis d'ailleurs en train d'écrire dans un livre. Ce plat raconte l'histoire de ceux qui sont revenus des Amériques, ceux qui sont revenus du Brésil et qui ont contribué à la survie de ce plat. Comment incorporez-vous les saveurs angolaises dans votre cuisine? Quelle saveur a l'Angola? L'objectif est de voir la cuisine angolaise non comme une façon de travailler des plats traditionnels angolais, mais plutôt comme l'essence des produits angolais, du potentiel des produits pour qu'ils soient utilisés dans de nouvelles recettes, des recettes contemporaines, des recettes internationales, et ainsi mettre les saveurs angolaises au premier plan et donner à goûter la véritable saveur de l'Angola. Enfin, Yasmine Fofana, notre dernière invitée. Elle n'est pas un chef au sens strict du terme, mais elle s'y connaît en cuisine. Elle tient le blog Afrofoodie et a fondé la Semaine des restaurants d'Abidjan. Elle s'est entretenue avec notre productrice Mafoya Glele Kakai. Vous pouvez nous parler un peu de vous et de ce que vous faites? Merci beaucoup pour l'invitation. Limitless, c'est un podcast que j'aime beaucoup. Je suis Yasmine Fofana, je vis en Côte d'Ivoire. Je suis à l'origine créatrice de contenu, mais je ne me définis plus trop maintenant comme ça. On va dire que j'ai basculé de la création de contenu à l'entrepreneuriat. Donc, je suis maintenant entrepreneur culinaire. J'ai créé en 2012 le premier blog culinaire de Côte d'Ivoire et ça a évolué en une magnifique aventure, disons ça comme ça. Je suis aujourd'hui créatrice d'événements, donc événements culinaires, Abidjan Restaurant Week depuis 2017, Abidjan Cocktail Week depuis 2023. Et en parallèle, j'évolue également dans le tourisme culinaire et je mets en valeur les cuisines ou gastronomie africaine. C'est ma mission. Quels sont les plats africains traditionnels qui vous rappellent le plus votre culture ou votre maison? La sauce feuille, c'est déjà un des plats qui me rappelle le plus mon enfance. Donc, la sauce feuille guinéenne, parce qu'après, il faut savoir qu'il y a plusieurs versions de sauce feuille en fonction des pays. La sauce feuille guinéenne est particulière et chère à mon cœur et ma mère en fait une des meilleures du monde. Aussi, le fonio. Le fonio qu'on consomme ici en Côte d'Ivoire, dans le nord, mais beaucoup en Guinée, qui vraiment est, je pense, le plus mon plat favori de tous parce que ça a été toujours un plat de fête. J'ai vraiment ce sentiment et ce souvenir à chaque fois que je pense à un plat à mon enfance et même jusque maintenant, ça me rappelle toujours le fonio avec la bonne sauce tomate guinéenne. Quels épices ou ingrédients spécifiques de la cuisine africaine sont incontournables pour vous, en dehors du fonio que vous avez cité, bien sûr? Mais c'est impossible de répondre à cette question parce que au fur et à mesure que j'avance, parce que déjà, ce n'est pas une cuisine africaine. Donc, c'est difficile franchement difficile dans sa globalité. Mais il y a des
il y a des petits coups de cœur ou des choses qui me reviennent. Aussi, en Côte d'Ivoire, on cuisine beaucoup avec l'api. Est-ce qu'on le mettrait dans la catégorie épices? Oui, je pense. Ce sont des petites graines comme ça qui parfument assez bien, qu'on peut écraser ou les mettre simplement dans la sauce, qui parfument assez bien les sauces. On a beaucoup de feuilles qu'on utilise ici ou en Afrique de l'Ouest. Donc, ouais, répondre à la question comme ça me pose une grosse colle. Est-ce qu'il y a quelques petits plats africains que vous aimez cuisiner, si ça vous arrive de temps à autre? C'est clair. Mais je faisais de la sauce feuille, j'ai parlé du yassa, je faisais encore quoi? On fait une petite sauce tomate avec des boulettes de viande, des boulettes pilées. Quoi d'autre que je faisais? Je pense que ce sont ces trois-là qui me reviennent. Les plus faciles aussi pour une étudiante, parce qu'à l'époque, c'était pas évident. D'accord. Pour revenir à la transmission, quelle importance attribuez-vous à la préservation et à la transmission des recettes traditionnelles de la cuisine africaine? Ah, c'est primordial aujourd'hui. C'est primordial justement parce que j'ai l'impression que, enfin, c'est même pas une impression, ça se perd. On n'a pas, on est dans nos cultures sont des cultures, en tout cas du moins à l'époque, elles étaient très orales. Donc, lorsqu'une maman ou une grand-mère apprenait à sa fille ou à sa petite fille, c'était à l'oral. Donc, aujourd'hui, c'est important et il y a beaucoup de chefs, de créateurs de contenu, de journalistes ou de chercheurs, pardon, qui s'inscrivent dans cette démarche de pouvoir rassembler tout ça et en faire des écrits, en faire des livres, en faire des textes blancs, etc. Aujourd'hui, moi, j'essaie de m'inscrire aussi dans ce mouvement à mon humble niveau avec tout ce que je fais avec Afrofoodie et la création de contenu sur les réseaux sociaux avec le digital. Mais c'est primordial. Donc ça, ça fait partie de qui on est, mais c'est important qu'on arrive justement à mettre tout ça ensemble, à rassembler et à le partager. On le fait de différentes façons. Aujourd'hui avec du contenu vidéo, notamment, beaucoup avec du contenu vidéo, mais à l'écrit, c'est encore mieux. Donc beaucoup de livres, comme je disais, beaucoup de recherches, beaucoup de conférences aussi. En tout cas, tout ce qui contribue à ce que ça ne se perde pas, parce que sans ça, on n'est rien. Comment la cuisine africaine peut-elle être célébrée, partagée, pour mieux la faire connaître à l'échelle mondiale? La première des choses, comme je dis toujours, on ne peut pas demander aux autres d'embrasser nos cultures, de les respecter, sans que nous-mêmes, nous soyons les propres ambassadeurs de nos cuisines ou de nos cultures culinaires. Donc déjà, c'est qu'entre nous-mêmes, on puisse les réapproprier et les connaître. Et c'est dans cette démarche-là qu'on doit s'inscrire. C'est déjà nous, est-ce qu'on on les connaît? Déjà nous, est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on en fait la promotion? Est-ce qu'on est fier de les montrer? Peu importe de ce à quoi ça ressemble. On dit toujours que la cuisine africaine n'est pas très sexy, ok? Mais peu importe de ce à quoi ça ressemble, ou certains plats, pardon, il faut pouvoir se dire, on est fier de goûter ça, on a envie de goûter ça avant que les autres viennent et suivre nos pas, en fait. Donc déjà, moi, avant même qu'on soit au niveau international, parce que ça, c'est un autre cheval de bataille, qu'on a déjà entamé, hein, très bien, mais c'est nous-mêmes, je pense, au niveau des Africains, de pouvoir se dire, on fait la promotion de toutes nos cultures culinaires, pas simplement l'ivoirienne fait la promotion de la sauce gombo, de la sauce guaguassou, du kéjeno de la Côte d'Ivoire, mais qui part au Cameroun et qui va goûter le ndolé et qui va manger le hérou. C'est ce genre de choses pour moi qui sont très importantes avant même de se battre avec les autres au niveau international. Il faut déjà que nous-mêmes, on célèbre nos cuisines. Merci beaucoup. Merci à tous nos invités. Il ne s'agit pas d'étoiles Michelin, mais de repas qui vous ramènent en enfance. C'est une question de ventre et d'âme. N'hésitez pas à partager vos merveilleux souvenirs culinaires d'enfance en utilisant le hashtag #LimitlessAfrica et envoyez cet épisode à quiconque apprécie la cuisine africaine. Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co/limitless. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation Sinfire.